Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans Il y a de la joie dans tes oreilles, le podcast donc d'Orlane Dupont. Et aujourd'hui, on va accueillir, je suis ravie d'accueillir Daniel Flammenbaum. Bonjour Daniel. Bonjour, bonjour Orlane. Alors comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, je suis en forme. Bon bah super. Moi, j'ai la joie de t'accueillir. Je te remercie infiniment d'avoir accepté cette invitation pour parler de ton nouvel ouvrage qui s'appelle Accord et à cœur, une sexualité pour soi et pour l'autre. Alors Daniel, juste pour te présenter, tu es gynécologue acupunctrice, tu es aussi praticienne en médecine traditionnelle chinoise, psychanalyste transgénérationnelle, enfin tu as plein de cordes à ton arc, on va dire ça comme ça. Moi, j'ai envie d'intervenir parce que moi, je ne me nomme pas psychanalyste, je me nomme énergéticienne, Énergéticienne. alors que j'ai besoin de travailler avec la psychanalyste transgénérationnelle. Mais moi, je me suis jamais sentie psychanalyste. Ok, mais énergéticienne, c'est bien, parce que de toute façon, on va parler d'énergétique beaucoup. Hein. Alors déjà, cet ouvrage, il vient après deux ouvrages, et dont un que moi j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé les deux, mais il y en a un qui m'a particulièrement touchée, c'est Femmes désirées, femmes désirantes. Et on peut dire que ce nouveau livre vient dans la continuité des deux ouvrages que tu as déjà écrits. Il vient à quelle période dans ta vie exactement, là, en ce moment? Pourquoi maintenant et pourquoi et parler de ce sujet aujourd'hui? Ben, il vient effectivement dans la suite de mon écriture, je dirais presque plus dans la suite de Femmes désirées, femmes désirantes, puisqu'il donne des outils, il donne des explications à des difficultés de relationnel du couple enfin que ce soit un couple qui a créé famille ou pas et qui témoigne de l'engagement du cœur. On est engagé, j'ai envie de dire, on s'aime et on n'y arrive pas particulièrement sexuellement et on comprend rien à ce qui nous arrive. Voilà, c'est ça le thème du livre en gros, Mhm, hein, mhm. qui témoigne moi, de ce que j'ai compris, des encombrements qui nous perturbe dans notre relation sensuelle, sexuelle, et qui l'empêche, qui la bride, qui la, qui la détruit, alors que ce n'est pas l'amour qui manque, mais comprendre que justement, c'est parce qu'il y a de l'amour qu'on n'y arrive pas, ça c'est déjà important. Donc, tu parles beaucoup et tu parles, c'est le sujet, hein, il y a de l'amour et de la sexualité, justement. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Parce qu'on a l'impression d'être dans une société particulièrement, j'allais dire, débridée de façon extérieure. On a l'impression qu'il se passe plein de choses et qu'on parle de plus en plus, que la sexualité, en tout cas, est un peu moins tabou qu'avant. Et finalement, quand on te lit, on se rend compte que il y a toujours quelque chose de tabou et qu'on n'arrive quand même pas à débrider cette sexualité qui a vraiment du mal à se vivre, hein, quel que soit l'âge et que ça soit dans tous les couples homosexuels ou hétérosexuels, ou voilà, quel que soit le couple. Et selon toi, justement, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'il y a toujours ce tabou et qu'on a autant de mal à vivre notre sexualité? On n'a pas encore tous les tenants et les aboutissants. Alors, tu parles, hein, bien sûr, dans ton livre des lignées de maternelle, paternelle, enfin, de tout ce qui nous encombre dans le transgénérationnel. Donc, ça, j'attends que tu nous en parles un petit peu. Mais ma question, elle est vraiment pourquoi aujourd'hui on est encore aussi peu débridés, finalement, dans notre sexualité, tous autant les uns que les autres, finalement, hein, quel que soit notre âge. Alors, ce que je veux dire, c'est que cette sexualité est réellement moins taboue qu'à mon époque. Moi, je suis de l'époque, j'ai envie de dire, de l'après-guerre, des années 70. Moi, je suis de l'époque qui libère et qui permet à la sexualité socialement d'être légitime. Donc, moi, je débarque dans un monde où les femmes n'ont pas eu le droit à vivre leur sexualité, qu'elles y ont droit, que la contraception démarre et donc on peut
oser vivre sa sexualité sans risquer d'être enceinte. Donc ça, c'est déjà une révolution sociale. Et nous voilà complètement dynamisés dans un espoir et une libération où on va prétendre à vivre sa sexualité en toute liberté, on est consentante, on en a le désir et on y a droit. Donc, on ne peut pas mieux. Et ça nous a donné un élan et il a vraiment soufflé un espace de liberté complètement magnifique dans ces années 70, 80. J'ai envie de dire jusqu'à l'apparition du sida, on pourrait dire. Hein. Et là, le monde nous appartenait dans une légèreté et un échange, et on découvre, eh ben, on essaye, on essaye de se découvrir, on essaye d'y prétendre, on fait ce qu'on peut, j'ai envie de dire. Hein. Et si je fais court, parce qu'il faut quand même faire court, moi, si je parle de moi, je suis fermée du sexe et je ne le sais pas. Alors, j'ai du désir, j'aime les hommes, je suis pas du tout téméraire et je suis quand même pas mal coincée, mais quand même, j'y arrive de plus en plus, de mieux en mieux. J'ose découvrir ma sexualité, j'ai envie de dire, à 19 ans, donc ce qui n'est pas tôt, mais quand même, j'y prétends. Et alors, je me sens affranchie, je suis déjà tellement contente, ça me fait me sentir libre. Et puis, bah, les années passent, et puis les échecs se mettent à se succéder, et y compris avec un premier mari. Et voilà que je rencontre, passé la trentaine, l'homme qui va devenir le père de mes enfants et qui finit par me dire, je ne suis pas sûre que nous allons pouvoir continuer parce que avec toi, je n'ai pas de femme. Alors je suis complètement ahurie, interloquée. Moi, je suis si heureuse, si amoureuse. Et je mets du temps à essayer de comprendre et d'entendre ce qu'il veut me dire. Et là, j'ai la chance, à ce moment-là, de découvrir la médecine chinoise et les textes chinois qui parlent très bien de la sexualité, de l'alchimie sexuelle taoïste. Et je me mets à essayer, pas essayer, je m'y mets sérieusement. J'ai presque envie de dire, je fais tout ce qu'ils disent pour comprendre que je ne suis pas au point pour savoir accueillir et réceptionner les souffles sexuels de mon partenaire. Je suis heureuse d'être dans la tendresse, dans l'érotisation de la peau, dans tout l'extérieur de mon corps. Toute l'extériorité de mon corps vibre et l'intériorité n'est pas activée par la pénétration. Je suis pénétrable, mais je ne sens pas vraiment grand-chose. Alors, heureusement, j'ai la chance que ça me fasse pas mal et de pas être complètement bloqué, mais fondamentalement, mon intériorité ne vit pas, je ne ressens rien à l'intérieur qui diffuse dans mon corps. Et voilà que je découvre par les textes chinois qu'il est question de pouvoir accueillir et s'ouvrir à l'accueil et à la réception de ces souffles sexuels, puisque dans la dynamique d'une sexualité référée au plaisir, on est dans l'accueil et dans la réception. Le féminin, j'ai envie de dire, que l'on soit un homme ou une femme, est dans l'accueil et la réception pour pouvoir se défatiguer, se détoxiquer, s'oxygéner, permettre à
à la rencontre des souffles sexuels de chacun, de se diffuser dans le corps de bas en haut, je dirais jusqu'à nos organes des sens, dans la tête, mais pour pouvoir voir mieux, entendre mieux et penser mieux. Et voilà que j'ai la chance de m'ouvrir. Je ne sais pas comment ça m'est arrivé, mais j'y ai mis tout mon cœur et mon partenaire aussi. Enfin, il y a mis un peu plus de force que moi. Et me voilà à ressentir cette force à l'intérieur de mon corps qui réellement me redresse et réellement me rend plus vivante et réellement me donne la clarté d'esprit que j'aime avoir. D'un seul coup, je vois clair, je suis avec moi-même, je sais pas, hein, parce que sinon, moi, souvent, je suis quand même embrouillée, je sais pas ce que je veux, je sais pas ce qu'il faut, je sais pas machin, je sais pas truc. Et voilà que dans cette dynamique d'échange réussi, réellement de communication, des souffles sexuels, me voilà clair d'esprit et dynamisé. Alors, ça me fait un tellement changement de vie. Je suis déjà mère, hein, ça m'arrive après ma quarantaine et nous avons déjà 2 fils et ça me change tellement ma vie que je suis encore aujourd'hui à défendre et à vouloir me faire comprendre que nous sommes toujours tributaires d'un interdit de jouir qui date, je dirais, du 19e siècle, que nous colportons de génération en génération parce qu'il n'y a pas encore la conscience que cette ouverture est, nous permet de nous sentir réellement sexués, qu'on soit un homme ou une femme. Moi, c'est à ce moment-là que j'ai pu apprécier de me sentir femme. J'étais pas forcément contente d'être une femme. Ça m'intéressait, ça m'importait, j'aimais être vivante, mais j'étais plus une femme, une humaine pensante qu'une femme sexuée. Mmh. Et donc, de m'apprécier en tant que femme, puisque je le suis, mais toujours me confirme et me conforte. Alors voilà, hein, je crois que j'aurais été très contente d'être un homme et d'être contente d'être un homme. Mais je suis une femme et c'est ce que je raconte dans ce livre. Je raconte comment on est encore tributaire d'encombrement, de non-transmission qui nous garde enfermés dans l'interdit de jouir alors qu'on aime le ou les partenaires. Alors, ce que tu amènes aussi comme, j'allais dire, comme information que j'ai trouvé, enfin, comme transmission, comme enseignement, comme expérience, c'est toute la première partie du livre où tu expliques bien le féminin et le masculin et notre part féminine et masculine et qu'il en faut un peu terminer avec l'homme et la femme, mais vraiment avec d'être bien dans déjà chacun dans notre masculin, notre féminin et dans nos propres lignées, à chaque fois masculine et féminine. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur cette vision que tu apportes là dans ce livre que j'ai trouvé vraiment intéressante, c'est d'être bien avec son féminin et son masculin déjà nous, avant de vouloir être bien avec le féminin et le masculin de l'autre. Ben ça, comme je te l'ai dit, moi, je raconte ce qui m'a aidé à me comprendre dans mon fonctionnement de femme. Et le fait de pouvoir... Parce que moi, quand je dis que j'ai été blessée d'avoir aucune transmission sur la sexualité, qu'on m'en ait jamais parlé, je savais même pas que ça existait, je ne savais pas que les sexes pouvaient se rencontrer en dehors de la reproduction. Déjà, je savais pas très bien qu'ils pouvaient se rencontrer, mais ça, j'avais quand même un peu compris un espèce de truc comme ça. Mais qu'ils puissent se rencontrer en dehors de la reproduction, ça ne faisait absolument pas partie de ma vie. Et donc, de découvrir que la sexualité se vit
Et ben dans le quotidien de la vie, dans la vie courante, pour entretenir la santé, ça a été un scoop, mais de comprendre qu'on était fermé sans le savoir, ça a été un deuxième scoop. Je raconte des scoops. Je raconte des scoops parce que pour aimer l'autre, effectivement, tu l'as dit, il faut déjà quand même un minimum d'appréciation de soi et de tranquillité intérieure. Donc, c'est déjà du boulot. Et puis, il faut saisir nos parties, comment nos parties masculines. Oui, ce que je voulais dire, c'est que moi, qu'est-ce qu'on m'avait dit? On m'avait dit l'homme est actif et la femme passive. Voilà, c'était ma représentation de la différence sexuelle. Alors, les femmes, moins elles en faisaient, plus elles étaient féminines. Hein. Et c'est ce qui se passe encore. Hein. Oui. Dans la relation sexuelle, la femme est vraiment très passive et sans le savoir, j'ai envie de dire. Alors, de pouvoir comprendre que nous avons tous une part masculine qui part de soi pour aller à l'extérieur, une part féminine qui appelle l'extérieur pour entrer à l'intérieur de nous, eh ben, m'a fait comprendre comment, eh ben, quand j'étais au boulot, c'était quand même mon masculin qui était à l'œuvre, même si j'avais vraiment beaucoup de maternel et de soutien féminin, j'ai envie de dire, dans mon travail, quand on travaille, c'est notre masculin qui est à l'œuvre, quel que soit le travail, parce que on témoigne de ce qu'on fait dans le monde. La féminité, c'est comment on est capable d'accueillir le monde en soi. L'écoute est féminine, la réception est féminine, l'accueil est féminin. Alors, j'y ajoute le maternel, la fonction maternelle, cette fonction d'assistance à l'enfant tant qu'il ne sait pas faire seul, où on le soutient, où on l'assiste, où on le nourrit, où on le soigne, où on fait tout ce qu'il n'est pas capable de faire. Eh ben, je dis que ça, c'est une fonction aussi à dimension masculine, puisqu'on fait pour l'autre. Et je raconte comment le paternel, qui ne peut pas concevoir dans son corps, il va concevoir dans sa tête cet enfant. Et toute la dynamique invisible de l'apprentissage, un père va témoigner à son enfant la fonction paternelle. Tu vois, je dis encore un père et c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire la fonction paternelle, qu'on soit une femme ou un homme, un père ou une mère, la fonction paternelle permet de témoigner à l'enfant que le monde est plus grand que ce que le maternel lui propose. C'est la fonction paternelle est propulsive. Vas-y, apprends. Hein? On n'est pas dans l'assistance à l'autre, on permet à l'enfant de lui donner des outils pour qu'il ait compris que la dynamique de sa vie, ça va être d'explorer le monde dans son style, dans sa façon de faire, dans sa propre nature. Et donc, on voit déjà comment c'est complémentaire. Hein, et chacun a du maternel et du paternel. Moi, bien sûr, j'ai été très heureuse de devenir mère, mais j'ai eu une fonction paternelle qui m'a excessivement plu, puisque ça me faisait plaisir de propulser mes enfants, de leur apprendre à s'autonomiser. Hein, à l'époque, là, il n'y avait pas de scratch aux chaussures. Et ben, apprendre à faire des lacets et des nœuds, hein, c'est du boulot pour un petit.
hein, à manger tout seul, à s'habiller tout seul. Donc, tout ça est très intéressant et de catégoriser ces fonctions aide à se comprendre. Et c'est pas du tout dans une dynamique de critique. Il faut pas se critiquer si on est trop masculine, si on n'est pas assez féminine, si l'homme, hein, je veux dire, la féminité de l'homme, bah, elle commence à peine à être acceptée. Hein. Donc, on est dans une dynamique où on prend conscience de ces différentes fonctions et ça aide à se comprendre soi-même, à comprendre l'autre, à comprendre aussi les rencontres qu'on fait. C'est incroyable, les rencontres. Hein. On rencontre un être avec qui on fait des choses complètement... On fait... Fonder une famille, c'est quand même particulier. C'est pas avec tout le monde qu'on va fonder une famille. Et, et les rencontres, pour le meilleur et pour le pire, sont toujours émouvantes, incroyables. Et de saisir un peu qu'est-ce qui fait qu'on s'est rencontrés, bah, ça aide à l'échange, ça aide à communiquer, ça aide. Moi, tout ce que je raconte, j'essaye d'aider, parce que c'est ça qui m'a aidé, à savoir communiquer dans l'échange. On n'est pas seul sur Terre. Et dans la sexualité non plus, on n'est pas chacun enfermé dans sa boîte pour rechercher du plaisir chacun, pas du tout. C'est le fait d'être dans l'échange qui donne cette dynamique de souffle supplémentaire et c'est ça qui donne du plaisir. Mais c'est vrai que quand tu parles de cette fonction du paternel et du maternel, c'est vraiment aussi c'est une ouverture, j'allais dire, des consciences aussi aujourd'hui voilà, on n'est pas que homme ou que femme, on est les deux, et ces deux êtres qui vont se rencontrer pour pouvoir, j'allais dire, communiquer et de ce dont tu parles au niveau de la sexualité, c'est s'entreboister, enfin voilà, cette imbrication de l'un dans l'autre, de recevoir et de donner, qui va donner cette alchimie justement dont tu parles aussi un petit peu à la fin de ton ouvrage. Pas Alors, un peu, hein, j'en parle beaucoup. t'en parles beaucoup, oui, c'est vrai. Pardon. Tu en parles beaucoup, mais c'est parce que je pensais à un chapitre que je nommerai tout à l'heure qui m'a beaucoup plu sur l'utérus et l'alchimie, mais ça sera tout à l'heure. Et alors, donc ça, donc ces fonctions-là, je trouve que c'est intéressant de se pencher dessus et puis de regarder justement ça nous aide cet ouvrage aussi à se poser des questions sur mon féminin, mon masculin et comment on les imbrique aussi dans notre vie. Et tu parles aussi et tu apportes cette information complémentaire, c'est le transgénérationnel. Donc on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais de tout ce qu'on porte. Et à un moment donné, il y a vraiment, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est important de se rendre compte de tout ce qu'on porte au niveau de sa sexualité, le travail aussi thérapeutique ou d'être aidé par rapport à ça? Comment toi, aujourd'hui, par rapport à ton expérience, qu'est-ce que tu dirais aux gens? Parce que tu parles effectivement de se faire aider, que c'est important, on ne peut pas forcément sortir tout seul de ça. Comment tu vois aujourd'hui ce transgénérationnel qui peut nous peser vraiment chacun dans nos vies par rapport à cette sexualité, pour une sexualité épanouie et de vivre notre sexualité avec plus de joie, de légèreté aussi et de créativité. Alors moi, je dirais que on est sur Terre, on est NAIT avec une histoire. On ne n'est pas, il n'y a pas table rase du passé. On est avec une histoire maternelle de la femme et de l'homme, une histoire paternelle de la femme et de l'homme qui se sont intriqués. Ça veut dire déjà, on porte une histoire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a un héritage vraiment très catastrophique par rapport à la transmission de la sexualité, puisque avant la révolution sexuelle sociale des années 70, quand même le plaisir et la jouissance étaient un péché de chair dans un pays catholique, était un pays ou chrétien, hein, je me rends pas compte. C'est peut-être que les protestants étaient peut-être un petit peu plus tolérants, mais enfin leur austérité, ils y semblaient pas tellement
bénéficier du plaisir sexuel. Et donc, nous naissons avec des mémoires inscrites dans nos cellules. C'est pour ça que c'est intéressant et important. Ça permet de comprendre nos inhibitions, nos rétractions, nos enfermements, nos colères. Quand ça déborde, ça veut dire qu'on est quand même pétri de mémoires qui ne correspondent pas à nous permettre de vivre comme on le souhaite. Alors, si on ne peut pas vivre comme on le souhaite, qu'est-ce qui se passe? Eh ben déjà, si on comprend qu'il s'agit de mémoires qui nous habitent, dont nous ne sommes pas à l'origine, mais qui nous sont transmises, ben, ça change déjà la donne, parce que si on n'en est pas à l'origine et qu'elles nous sont transmises, déjà on peut anticiper et saisir qu'on va quand même pouvoir plus facilement s'en départir, puisque ce ne sont pas les nôtres. Alors, quand je dis plus facilement, j'exagère un peu, parce que c'est beaucoup de travail, mais c'est possible. Et on hérite, il faut comprendre qu'on hérite de phénomènes qui concernent la vie et la mort, la sexualité et la mort. Et c'est ce qu'on va pouvoir appeler dans le vocabulaire de la psychanalyse transgénérationnelle des fantômes. Des fantômes, ça va être des traumatismes qui ont encombré nos ancêtres et qui n'ont pas été digérés par eux. Ça a été trop violent. Perdre un enfant, perdre une mère, perdre des pères et des frères à la guerre, perdre les enfants d'épidémie. Alors là, j'insiste sur les morts, mais c'est quand même souvent beaucoup ça. Être traumatisé par toute une lignée incestueuse, ça fait vraiment des grandes difficultés sexuelles. Être abusé, pas forcément incesté familialement, mais être abusé, ça veut dire que le transgénérationnel parle des traumatismes de nos ancêtres qui n'ont pas été digérés. Et tant que c'est pas digéré, c'est comme s'il y avait besoin de se manifester par de la pathologie. La pathologie physique, ça donne des maladies chroniques et récidivantes. On est malade. On est malade jusqu'à ne pas pouvoir se reproduire aussi. On a un fibrome, on a des kystes, on a un cancer. Tout ça, ce sont des maladies qui expriment un héritage encombré. Et il y a des maladies psychiques. Psychique, ça veut dire qu'on n'a pas de désir, on est enfermé, on est un petit peu rétracté, on n'est pas du tout sexué comme on le souhaite et on n'y comprend rien du tout. Ça veut dire qu'on a une transmission d'interdit de jouir. Et ça, c'est la majorité de mes clientes et même de mes participantes aux ateliers que je mène depuis 15 ans. Elles viennent me voir, elles viennent participer à ces ateliers de groupe pour exposer l'incompréhension de ne pas pouvoir vivre leur vie de femme d'une façon agréable, d'une façon, j'ai dit, régénérative, enfin, vivante, de ne pas pouvoir être vivante, voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu bien à ta question. Oui, c'était sur le transgénérationnel et c'est vrai que je trouvais ça intéressant que tu reviennes sur cette part de nous, quoi, que l'on a, que l'on porte et en fait, on ne sait pas toujours d'où ça vient. Tout le monde, il n'y a pas quelques personnes qui s'intéressent à l'histoire de ses ancêtres. C'est nous, l'humain est fabriqué d'une mémoire transgénérationnelle. C'est
c'est le terreau de la vie. Et alors justement, une fois qu'on a compris qu'on venait tous de quelque part en fait et on avait on portait des choses qui nous appartenaient pas. J'ai pas nommé, je m'excuse Orlane, je te coupe parce que j'ai pas nommé la notion de répétition. Oui. Et ça veut dire qu'elle est essentielle quand on parle du transgénérationnel et des transmissions. Ça veut dire que sans qu'on le décide, on se met à répéter. Pas exactement à l'identique, mais quand même, on répète des, des, des phénomènes qui se sont passés soit à la même date, soit qui appartiennent à la même, dans la fratrie, soit c'est l'aîné, soit c'est le second, soit c'est le troisième. Hein. Je veux dire, il y a cette notion de répétition parce que tout le monde dans la fratrie n'hérite pas de pathologie et ni de la même. Hein. C'est donc intéressant de comprendre cette notion de répétition où on va être dans l'héritage de personnes particulières et la transmission se fait ou ne se fait pas. Hein. Elle n'est pas obligatoire. Hein. Moi, j'ai des clientes qui me disent, mais moi, ma grand-mère a eu un cancer du sein, par exemple, à 60 ans. Ma mère, un cancer de l'ovaire à 60 ans, est-ce que je risque quelque chose? Eh bien, bien sûr qu'on risque, on n'est pas sûr que ça va se faire, mais c'est pour déjouer, pour déjouer déjà l'inscription, faire le travail de repérage, de comprendre que cette grand-mère, elle n'a pas non plus décidé d'avoir un cancer du sein et de mourir à 60 ans. Déjà, elle aussi, elle hérite d'une histoire antérieure qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Mais déjà de savoir ça. Hein, et que nous sommes possiblement dépositaires d'une transmission pathologique ou pathogène, le savoir et faire tout un travail de ce que j'appelle le remodelage. Déjà, on a conscience de cet héritage. Et après, on fait un travail énergétique. Énergétique, ça veut dire on va apprendre à se remodeler son corps pour imposer une nouvelle information, et plus on impose une nouvelle information, moins la mémoire, on fait disparaître, on ne fait pas disparaître la mémoire complètement, mais on impose une nouvelle mémoire qui fait qu'on va pouvoir vivre comme on le souhaite. Alors, comme moi, j'étais gynécologue, j'étais plus dans une perspective de gynécologie, de sexualité, je fais travailler beaucoup le petit bassin, le périnée, les ovaires, l'utérus, les reins qui font partie des organes de la base, les jambes, les pieds. Hein, et ça, c'est comment dirais-je, enregistré qu'on a besoin de fabriquer un socle parce que celui qu'on nous a transmis est défectueux et pathologique, déjà, alors on n'est pas sûr que ça va complètement nous éviter d'avoir ce cancer à 60 ans, mais quand même, hein, je veux dire, ça fonctionne, sinon on n'aurait pas besoin d'en parler. C'est une sorte, C'est efficace. on peut parler une façon de se reprogrammer quelque part, ou en tout Oui. cas de reprogrammation au niveau énergétique pour donner une nouvelle vision justement de ce système qui est défectueux et d'en faire un système qui est en bonne santé. C'est aussi ce que tu expliques et ce que tu transmets aussi dans les cercles de femmes que tu animes depuis très longtemps. Depuis très longtemps 15 ans maintenant. Déjà Hein, 15 ans, je crois que ça faisait plus. ans. Et donc, dans la dernière partie de ton chapitre, dans la deuxième partie de ton livre, il y a toute une partie intéressante et qui est étonnante aussi, mais que j'ai trouvée fabuleuse, c'est le prendre soin de soi.
Vraiment, tu insistes beaucoup sur prendre soin de soi, qui va un petit peu dans le sens de ce qu'on disait là, de revisualiser, de redonner une nouvelle énergie. Pourquoi est-ce si important de prendre soin de soi et à tous les niveaux, qu'ils soient vibratoires, énergétiques et dans tous les corps, j'allais dire, le mental, le physique, le psychique et l'émotionnel. Pourquoi aujourd'hui, ça te paraît si important de prendre soin de soi? Ben, c'est pas aujourd'hui, hein. Moi, je suis médecin, moi, je m'occupe de la santé. Toujours. Et si ça a été si important pour moi de découvrir une médecine plus alternative comme la médecine chinoise, c'est parce que elle était focalisée sur la maladie. Mais moi, j'ai appris une médecine à la faculté de Paris qui était quand même très, très, très orientée sur la maladie. Alors, elle est fabuleuse, hein, au niveau du diagnostic, au niveau du soin de la maladie. Mais moi, déjà dans ma jeunesse, et on était un petit groupe de militants à dire, mais il n'y a pas que la maladie. Quand on est médecin, il faut aussi s'occuper de comment on a des émotions, comment on a des sentiments, comment on a une histoire. Hein. La santé n'est pas seulement de soigner une maladie. Et je découvre cette dimension holistique avec la médecine chinoise. Alors, il n'y a pas que la médecine chinoise, hein, l'homéopathie, enfin, toutes les médecines holistiques considèrent l'être humain comme possédant différents corps qui ont intérêt à composer ensemble pour pouvoir se sentir entiers. Et cette médecine m'a permis d'élargir mes capacités de soins, à savoir que moi, je n'ai pas été tellement une acupunctrice généraliste, je suis restée dans la gynécologie pour soigner aussi des symptômes qui se soignaient pas si bien que ça en allopathie. Et là, je veux parler des douleurs et des saignements, hein, qui sont la grippe du gynécologue. Hein. Et donc, à partir de là, comme je me suis mis à pouvoir aider les femmes qui me consultaient, celles qui m'ont fait confiance au début, puisque je leur ai proposé un traitement de médecine chinoise, et ça s'est mis à fonctionner, ça s'est mis à faire régresser des fibromes, ça s'est mis à vraiment calmer les douleurs, à arrêter les saignements. Enfin, je veux dire, c'est une médecine excessivement efficace. Donc, si tu veux, là, moi, prendre soin de soi, c'est pas nouveau. Depuis Hippocrate, on a le souci de prendre soin de soi, puis même bien avant. Hein. Donc, c'est pas moi qui ai le souci de prendre soin de soi. J'ai eu envie d'insister et de dire des choses qui aident à comprendre pourquoi c'est important. Hein, quand je dis on est fait de ce que l'on mange, euh, alors ça semble, voilà, alors à la fois ça semble évident, à la fois on comprend rien, mais voilà, et expliquer le renouvellement cellulaire qui est fait de ce qu'on absorbe, pas seulement en nourriture, en émotions, en sentiments, en musique, en art, enfin, en pensée, en spiritualité. Tout ça, c'est ce qui nous nourrit et entretient notre santé. Alors, j'ai envie de dire, ce chapitre s'est imposé, quoi. Dont la sexualité. Dans la sexualité, oui, oui, tout à fait. Où tu expliques bien que ça permet de se régénérer. Mais absolument. Et C'est ça, vraiment. c'est- Et et si ça, vous alors on le sait quelque part, on le sait quelque part, mais en même temps, c'est vraiment de l'expérimenter, en tout cas avec cette dimension et cette conscience dont tu parles, voilà, on peut vraiment se régénérer dans la sexualité. Ça, et moi, j'ai quand beaucoup. on sait la vivre, c'est ça. Ce sont les effets de la sexualité, les effets d'une sexualité qui sait se vivre dans la communication et dans l'échange, mais c'est réellement un entretien de la santé, puisque
ça régénère, ça apporte de l'énergie nouvelle. Tout ce qui apporte de l'énergie nouvelle renforce. Si on sait accueillir des souffles nouveaux, et Oui. là, particulièrement ceux du sexe, les souffles sexuels, eh ben, c'est ceux qui donnent la vie, donc ils sont vraiment très puissants. Alors, tu parles justement je le lis parce que j'ai beaucoup aimé l'utérus, chaudron alchimique ou caisse de résonance. Mhm. Est-ce que tu peux, voilà, tu parlais des Ah, souffles, c'est pas moi qui ai inventé, hein. Moi, je sais bien, mais répète, je répète ce que j'ai appris, et ce sont les Chinois de la Chine ancienne qui parlent. Quand ils parlent d'alchimie sexuelle, ils nous racontent que notre utérus, alors, matériel pour les femmes et immatériel pour les hommes, ça c'est encore un scoop, s'appelle un chaudron alchimique. Ça veut dire qu'il va permettre des transformations, ou une caisse de résonance, et il va permettre des vibrations. Et que ces vibrations vont pouvoir permettre justement de régénérer et d'être. De diffuser, de circuler, d'habiter notre corps. Hein, ça veut dire, et les trajets sont multiples et variés. Il ne faut pas attendre à reproduire ceux qui nous ont fait tellement de bien parce que ça ne marche pas. Il faut s'ouvrir à l'inconnu et se laisser pénétrer par ces souffles nouveaux. Alors, soit ils nous remplissent, j'ai envie de dire complètement comme si notre peau était un contenant, soit ils suivent des trajets, soit ils suivent le trajet de nos vaisseaux, de nos nerfs. Là, en médecine chinoise, on parle de méridiens, mais ils détoxiquent nos organes, ils détoxiquent nos fascias, ils détoxiquent nos... tout à l'heure, je l'ai dit, nos organes d'essence. Donc, on a sous la main, j'ai presque envie de dire, hein, on a à charge, si ça nous importe et si ça nous intéresse, de savoir animer son corps par l'échange et la communication de nos souffles sexuels. J'aimerais bien que tu répètes cette phrase parce qu'elle est trop. Moi, je ne sais même pas ce que j'ai dit. Il va falloir pouvoir la réécouter. Mais ça, c'est les souffles sexuels. Alors quand même, avant de te quitter, les souffles sexuels, comment on peut les matérialiser, les sentir, les ressentir? Ah Parce que ben c'est... oui, non, non, alors ça c'est important. Merci de cette phrase et de Merci. cette question, Orlane. Ça passe par la sensation. Combien il est important de comprendre que c'est pas seulement la visualisation, c'est la sensation. Ça veut dire on rejoue, on renoue avec la capacité du bébé d'être dans le corps à corps affectif avec le maternel, que ce soit le maternel de notre mère ou de notre père, où on n'est pas séparés et on ne fait qu'un. Ça veut dire que le bébé, alors déjà, il est fabriqué dans le ventre de sa mère et il sort, et sa mère est le continuum de lui-même. Il ne se sait pas séparer. Et il ne se sait pas séparer et il sent. Il sent si c'est bon, si c'est pas bon. Il sent si c'est nourrissant ou au contraire agressif. Il sent si c'est respectueux ou irrespectueux. Et le remodelage et le plaisir de vivre sa sexualité se passe par la sensation. C'est parce qu'on ressent les flux qui nous traversent. C'est cela qui nous shoot et qui nous émerveille. Alors bon, il y a plein de choses à dire, puisqu'à ce moment-là, on est plus confronté non pas à nos méridiens ordinaires, mais on met en jeu ce qu'on peut appeler, enfin ce qui s'appelle les méridiens extraordinaires, qui sont notre origine embryologique, qui nous ont donné la forme. Donc, ressentir les flux qui nous habitent, qui nous traversent, qu'on apprend à accueillir et à recevoir et nous parcourir,
se passe par la sensation, c'est comme ça qu'on se remodèle. Et j'ai presque envie de vous dire, c'est pour ça que je suis en forme. Oui, oui. Et du coup, ça donne envie là d'aller vers une sexualité joyeuse et en même temps très. Il y a beaucoup de curiosité finalement. Tu nous amènes ça à la fois la gourmandise, la curiosité, Absolument. explorer finalement notre euh, L'intérêt, c'est de. intéressant. Mm, Enfin, mm, moi, mm. ça fait partie d'une recherche. Oui, oui, mais c'est vrai que là, on devient gourmand et gourmande, et curieux, et en même temps, ça donne envie d'explorer tout ce qui peut se passer à l'intérieur de notre corps, finalement, qu'on explore, je crois pas assez, même encore aujourd'hui, finalement. C'est ça, tu nous invites au voyage, encore une fois. Absolument, Hein. absolument. En accord et à cœur, évidemment, pour les deux. Daniel, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Je redonne encore Accord et à cœur, donc ton livre qui vient de sortir chez Payot, qui est un petit bijou et qui donne envie de, voilà, un petit peu de gourmandise, de curiosité. Et il y a beaucoup d'amour aussi dans ce livre. Voilà, beaucoup de fluidité. Et merci à toi de nous avoir partagé ton expérience. Euh, Merci infiniment. À bientôt, en tout cas, et dans Je la suis joie. À très honorée. Je te remercie, Orlane. Au revoir. bientôt. Au revoir.